Boa noite. Há 117 anos, em 1884, a Federação do Trabalho dos Estados Unidos e do Canadá decidiu que, a partir de 1 de maio de 86, o dia legal de trabalho deve ser de 8 horas e recomendou às organizações laborais que conformassem as suas leis a essa resolução. Em 1885, a mesma Federação lembrou que, a partir de 1 de maio do ano seguinte, a semana de trabalho passaria a ser de 48 horas, 6 dias de 8 horas. E no dia 1 de maio de 86, milhares de trabalhadores desceram à rua a reivindicar as 8 horas de trabalho. Chicago foi uma das cidades mais importantes neste movimento. Mas 2 dias depois, há 115 anos precisamente, a polícia dispersou a tiro um grupo de grevistas, matando um e ferindo vários outros. Foi imediatamente convocado um comício para o dia seguinte. A polícia interveio para pôr fim ao ajuntamento e alguém atirou uma bomba contra as forças policiais, causando a morte imediata de um polícia e ferimentos mortais a 6 outros. 8 anarquistas foram presos e, embora mais tarde o governador do estado viesse a admitir não haver provas que os implicassem diretamente no acontecido, 4 deles, Albert Parsons, August Spies, Adolf Fischer e George Engel, foram enforcados. Em 1889, o segundo Congresso da Internacional Operária decretava o 1º de maio Festa Internacional do Trabalho e Jornada de Luta pelas 8 horas. Em maio de 1891, em Fourmies, na França, a Festa do Trabalho ia ser outra vez marcada pelo sangue. É essa história que hoje aqui vos trazemos num curioso documentário da televisão pública francesa, Ces 8 heures qu'il leur fallait, essas 8 horas de que eles precisavam ou que eles reivindicavam. Razão para uma conversa depois com 5 sociólogos que todos eles estudam questões de trabalho, sindicalismo, lutas de trabalhadores, conflitos laborais e que nos podem falar da situação neste Portugal onde, durante muitos anos, o 1º de maio só permaneceu feriado para os tipógrafos e, por extensão, para os restantes trabalhadores dos média, e várias tentativas de comemoração do Dia Internacional do Trabalhador foram também marcadas pela violência. Passo então a apresentar-vos os convidados de hoje, por ordem alfabética do primeiro nome. António Casimiro Ferreira, sociólogo, assistente da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, investigador no Centro de Estudos Sociais da mesma universidade. Elísio Guerreiro Estanque, também sociólogo, professor auxiliar na Faculdade de Economia de Coimbra, fez uma tese de doutoramento sobre Sociologia das Desigualdades Sociais e Reprodução Social e é também investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Maria da Paz Campos de Lima, socióloga, assistente no ISCTE, que é o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa em Lisboa, prepara o seu doutoramento com um trabalho sobre relações coletivas de trabalho e mudança nas qualificações hierárquicas e profissionais. É também membro do Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica do mesmo ISCTE. Maria Teresa Ceroso de Rosa, socióloga, ex-professora auxiliar no Departamento de Sociologia do ISCTE e agora reformada, é investigadora no Centro de Investigação e Estudos Sociais. A sua tese de doutoramento tratou as relações sociais de trabalho e sindicalismo operário em Setúbal. Marinus Pires de Lima, licenciada em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, doutorada em Sociologia pela Universidade de Paris, professor também no ISCTE, investigador principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. E agora vamos ver o filme, depois segue-se a conversa. T'inquiète pas, le camarade Culline, il va les convaincre. Il dit que si
la sent pareille, elle chôme, toutes les autres fabriques suivront le mouvement. C'est 8 heures qu'il nous faut. C'est 8 heures. Accélérez le mouvement, on va rater la rentrée. 8 heures qu'il nous faut. C'est 8 heures. 8 heures. Ça, c'est la voix du camarade Guiline. Je t'avais dit qu'il les convaincrait. Vive Guiline! Notre plus grande force, c'est notre union. C'est l'unanimité. Camarades, arrêt général, pas d'abstention. Sabre au clair! Dégagez-moi le passage! Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que les routes ne sont pas libres aujourd'hui? On veut provoquer le peuple. C'est une honte de mettre le sabre au clair face à des femmes et à des enfants. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous! Dégagez le passage! Demi-tour, camarades. Ne répondez pas à la provocation. Pas d'incident. Demi-tour, camarades. C'est comme ça que s'ouvre cette journée du 1er mai 1891 à Fourmies. Ici, comme un peu partout en Europe, les ouvriers sont mobilisés pour la lutte des 8 heures. Au cours de cette journée mémorable, cette petite ville de l'Avesnois va entrer tragiquement dans la grande histoire. Mais avant d'en arriver là... Imaginez Fourmies il y a 100 ans. C'est un grand centre textile dont la renommée dépasse largement les frontières de la France. 15 000 habitants. Hommes, femmes, enfants travaillent dans les filatures et le tissage. Plus de 12 heures par jour. Pour un salaire de misère et dans des conditions déplorables. Nous allons vous faire revivre les événements de Fourmies, heure par heure, en les restituant dans leur contexte national et international. Des événements qui plongent leurs racines dans les massacres de la Commune. La République, née sur les ruines du Second Empire, après la défaite de Sedan, écrase la Commune révolutionnaire de Paris. Il faudra alors du temps au prolétariat français, après les exécutions et les déportations, pour se réorganiser et se structurer dans les luttes. Dès la première internationale de septembre 1866, à Genève, la réduction de la journée de travail à 8 heures fut considérée comme un pas important dans l'émancipation des ouvriers. Il faut attendre le congrès de la Fédération nationale des syndicats qui se tint à Bordeaux du 28 octobre au 4 novembre 1888, 24 ans après la légalisation du droit de grève et 4 ans après la légalisation des syndicats, pour faire de la revendication des 8 heures un objectif commun de combat. Par ailleurs, se prononçant pour l'organisation d'un congrès international à Paris en 1889, à l'occasion du centenaire de la Révolution française, c'est toujours à Bordeaux que fut adoptée la résolution suivante. Le Congrès décide que le dimanche 10 février prochain, tous les syndicats ou groupes corporatifs ouvriers de France devront envoyer soit à la préfecture, soit à la mairie de leur commune, une délégation chargée de réclamer les réformes suivantes. Limitation à 8 heures de la journée de travail. Fixation d'un salaire minimum. Le dimanche 24 février, la même délégation retournera chercher la réponse, appuyée autant que possible par une manifestation de la population ouvrière. À 8 heures, tous les fileurs de peignage anglais quittent leurs ateliers. La grève s'étend. La Sans-Pareil est l'une des dernières fabriques à résister au mouvement revendicatif. 2000 personnes manifestent. Les jeunes filles arborent des branches d'aubépine, symbole de ce jour de fête du mai fleuri. Exceptionnellement, tous les ouvriers de la Sans-Pareil sont sortis pour la pause déjeuner. Le patron, alarmé par les incidents du matin, fait appel à la force publique. 2 gendarmes surveillent l'entrée de l'usine. La maréchaussée, c'est tous des vendus au patron. Ils sont là pour faire peur à ceux qui voudraient rejoindre le mouvement. Vous avez vu les soldats à l'intérieur? Ouais, c'est ceux du 84e. Vive l'armée! L'armée avec nous! Quand la cloche sonne la reprise du travail, beaucoup restent dehors avec les manifestants. Certains tentent de regagner leur poste sous la protection des gendarmes, en se frayant un passage dans cette marée humaine. Ils se font copieusement insulter. Certains manifestants s'opposent parfois violemment à l'intervention policière. L'un d'entre eux est arrêté.
Ah, les salauds! Ils viennent d'arrêter un de nos hommes! Je crois que c'est d'Aubercy. Oui, c'est lui. 5 cornards. Vendus. Attention! Ils vont charger! Foutez le camp. Vendus. La charge est rapide et violente. Les grévistes répondent à cette attaque en bombardant les gendarmes de cailloux. Quelques-uns sont blessés. Martin, un fileur, est arrêté à son tour. Un cavalier isolé au milieu des manifestants qui tentent de le désarçonner sort son arme et tire un coup de feu en l'air. Résultat de cette altercation, l'usine de la Sans-Pareil est en grève totale. Le sous-préfet Isaac, impressionné par l'ampleur du mouvement, commande du renfort. On lui envoie 2 compagnies de fantassins. Deux ans plus tôt, la République triomphante fête fastueusement le centenaire de la Révolution. Du haut de la Tour Eiffel, à peine édifié, le président Sadi Carnot peut contempler la France industrielle et conquérante. Comme l'a écrit Jules Ferry, la politique coloniale est fille de la politique industrielle. La politique sociale, quant à elle, n'existe pas. C'est le mouvement ouvrier qui se prend en main lui-même. Dès le 10 février d'ailleurs, suite à l'appel du Congrès de Bordeaux en 1888, dans plus de 60 villes, les ouvriers se font entendre, hautement. À Lyon, 10 000 travailleurs répondent à l'appel des chambres syndicales. À Paris, la manifestation reste formelle, la menace putschiste du général Boulanger n'étant pas écartée. Toutefois, Raymond Lavigne tire l'enseignement de cette première journée de manifestation. Le fait essentiel qui marquera une étape dans la marche du prolétariat vers son émancipation, c'est l'unanimité et la simultanéité avec lesquelles une classe économiquement asservie vient affirmer partout à la fois sa volonté d'arriver à un changement de situation sociale. Je me félicite de l'ensemble admirable qui présida à la première journée revendicative. Il faut que la seconde partie soit non moins imposante. Imposante, elle le fut, surtout en province. Dans un tel environnement, le 20 juillet 1889 naît le 1er mai, lors du congrès de la 2e internationale. Ce congrès décide qu'à date fixe, dans tous les pays, dans toutes les villes, le même jour convenu, les travailleurs exigeront que les pouvoirs publics réduisent à 8 heures la journée de travail, tout en proposant une plateforme de revendications et de réformes sociales. Une date est proposée pour répondre au 14 juillet bourgeois, le 1er mai. Depuis 5 heures du matin, Culline ne cesse de rappeler le programme strict de la journée. Il a d'ailleurs prévu de parler au Café du Cygne. La mobilisation ouvrière dépasse largement toutes ses prévisions. La salle est bondée. Il envisage de parler depuis la fenêtre du premier étage. C'est de là-haut qu'il voit les gendarmes évacuer les manifestants de la Grande Place. 2 nouveaux grévistes sont emprisonnés. Culline se précipite sur le perron de l'église. La foule vient l'entourer. Nous sommes ici pour fêter le mai fleuri. Et on Silence. pas les gendarmes. Et nos camarades, faut les délivrer! C'est nos hommes qu'on veut. Allez chercher nos prisonniers. Ne criez pas. Ne répondez pas aux insultes. Nous sommes là pour respecter le programme de la journée, sans désordre. Ce matin, revendication et réjouissance cet après-midi. Du calme, camarades. On va tâcher de récupérer les nôtres. Ouais, c'est nos camarades qu'on veut! Culline retourne ensuite au Café du Cygne pour présenter les délégations. La place se vide lentement.
Trop lentement pour le commissaire Ruche. Il sort son arme et tire quelques coups de feu en l'air. Nous serions hélas si nous laissions partir nos camarades. Ils sont innocents et nous devons envoyer une délégation pour les réclamer. Demeurez calme et tout se passera bien. De retour au Café du Cygne, Culine monte sur une table et de nouveau il incite au calme et au respect du programme de la journée. Entre 11h30 et 13h, Bernier, le maire de Fourmies, reçoit les délégués des ouvriers. Il est conduit Culine, qu'il n'accepte pas comme représentant des filatures ou des tissages, puisqu'il est voyageur de commerce. Sur la place, la foule se retire lentement, c'est l'heure du repas. La ville retrouve enfin son calme. Le calme avant la tempête. Une tempête que craignait le pouvoir républicain depuis un an. D'autant plus que, si pour la première fois, l'idée de fête du travail se trouve associée à la revendication des 8 heures, c'est de lutte ouvrière qu'il est réellement question. Fête et lutte vont de pair. Et le pouvoir prend peur, arrêtant dès mars 1890, en province et à Paris, un grand nombre de leaders politiques et syndicaux, dont la très célèbre Louise Michel. Charisme oblige. Cela ne ralentit pas l'ardeur du comité d'organisation, bien au contraire. Par ailleurs, Constant ministre de l'Intérieur met en place des mesures draconiennes de maintien de l'ordre, répercutées à grand renfort de publicité par voie de presse. La troupe gardera le fusil Lebel. Les hommes auront 2 paquets de cartouches libres dans leur cartouchière, c'est-à-dire 12 cartouches. Si, dans le cours de la journée, un plus grand nombre devenait nécessaire, des pourvoyeurs désignés à l'avance, 1 par escouade, 8 par compagnie, seront chargés d'aller renouveler les provisions dans les casernes où les caissons du bataillon seront prêts. Les manifestations sur la voie publique seront formellement interdites. Le moindre attroupement sera dispersé. Arrive le jour du 1er mai, et la lutte commence pour ces 8 heures qu'il leur fallait. À Paris, c'est la police qui crée les premiers incidents en plusieurs points. 12 délégués, parmi lesquels Jules Guesde, sont reçus par le secrétaire général de la présidence au Palais Bourbon. À 14h, 100 000 personnes envahissent la place de la Concorde. La police charge, disperse les manifestants et patrouille jusque tard dans la nuit. Malgré les arrestations nombreuses, le bilan est largement positif. 138 villes ont manifesté avec véhémence en province. Jules Guesde exulte. Cette journée est une brèche ouverte dans les murailles ennemies par le coup de bélier de mai. De même que les grognards du Premier Empire se félicitaient, par la suite, d'avoir combattu à Austerlitz, de même, camarades, vous pourrez dire plus tard, j'étais du 1er mai. Une première qui en appelle d'autres, d'autant plus qu'elle naît dans un contexte européen, voire mondial, favorable. Une première d'autant plus internationale qu'elle plonge ses racines dans les événements de Chicago en 1886. Ce sont les syndicats américains qui ont appelé, pour le 1er mai 1886, à une journée d'action et de grève en vue d'obtenir la journée de 8 heures. Donc on a déjà la date et on a l'objectif. Mais ce qui fait que cet événement est passé en Europe, n'a pas été oublié, devenu international, c'est le martyre auquel sont soumis 4 ouvriers anarchistes de Chicago, accusés d'avoir jeté une bombe dans un meeting par lequel s'était prolongé le chômage du 1er mai. Ces 4 ouvriers, après un procès inique où leur culpabilité n'a pu être démontrée, sont pendus en place publique le 11 novembre 1887. Ils vont devenir les martyrs de Chicago. Et la petite presse anarchiste, socialiste révolutionnaire, va transmettre en Europe, et particulièrement en France, leur mémoire.
Alors parallèlement, justement, ces années 86 et suivantes, 88 et 89, sont des années de renaissance du mouvement ouvrier. À vrai dire, le mouvement ne renaît guère qu'à partir de 88-89. Auparavant, la France est prise dans une crise industrielle brutale, elle-même élément d'une crise économique globale de très longue durée, larvée, qui ne se terminera pas avant la fin du siècle. En 88, on sort en France de la crise courte. Et cette sortie de crise se manifeste par d'abord de nouvelles formes d'action. La grève, qui n'était pas inconnue, trouve maintenant le soutien des travailleurs. Elle devient le principal moyen de lutte. On le voit à ce que le nombre des grévistes augmente. En 88-89, il n'y a encore que 40 000 grévistes. En 1891, il y en a en France 150 000. Ce sont des grèves offensives pour des objectifs, et pas seulement pour le maintien des salaires. Ce sont des grèves auxquelles participent les femmes et les jeunes. Et le chômage du 1er mai, il prend place dans cette série de grèves. Mais le mouvement ouvrier ne se manifeste pas seulement à travers ces formes de lutte, il se manifeste aussi à travers des formes d'organisation largement nouvelles. C'est la renaissance des petits groupes socialistes, très divisés entre eux, très nombreux. C'est la renaissance aussi, ou même la naissance, dans une certaine mesure, du mouvement syndical. Bourse du travail, fédération de métiers et d'industrie. Curieusement, la République de l'époque n'est pas une république assassine, ce n'est pas une république qui a pour coutume de tirer ou de faire tirer sur le peuple. Ben non, d'abord ça c'est pas la définition de la République. Et puis c'est vrai qu'en 91-92, la République fait un gros effort pour reconnaître le social. Et l'État républicain, le gouvernement, le Parlement, mettent en place toute une série de moyens de réponse à la question sociale qui ne relèvent pas de la répression. C'est le cas, par exemple, pour la création de l'Office du travail, chargé de conduire de très grandes enquêtes sur la condition ouvrière. C'est le cas pour des lois dont plusieurs étaient élaborées depuis des années déjà, mais qui débouchent en 1892, un an après Fourmi. Par exemple, c'est en 92 que la journée de travail sera pour la première fois limitée sérieusement pour les femmes et pour les enfants. C'est aussi en 92 que sera votée la loi sur l'arbitrage dans les conflits ouvriers. Simplement, ce que cette République n'aime pas beaucoup, ce sont les syndicats et ce sont surtout les socialistes. Les syndicats seraient encore tolérés, les socialistes le sont assez mal, quoi qu'ils soient républicains. Et finalement, il y aura Fourmi. Les manifestants sont de retour sur la place. Les femmes des ouvriers prisonniers sont en tête de la manifestation. Seuls quelques gendarmes à cheval et policiers en civil montent la garde. À 15h30, 3 compagnies du 145e de ligne sous les ordres du commandant Chaput arrivent à la gare. Elles se dirigent aussitôt vers le centre-ville. À 16h30, le dispositif militaire est en place. Les manifestants se regroupent sur la place de l'église. Brusquement, les gendarmes à cheval chargent de nouveau, sabre au clair. Ils frappent la foule du plat de leurs armes. La tension monte un peu plus. Pourtant, rien ne semblait prédisposer Fourmi à la tragédie de mai 91. D'autant plus qu'on était loin du pays des gueules noires ou des bastions ouvriers de la région lilloise. Certes, depuis quelque temps, le spectre du chômage endémique planait sur la région. Toutefois, à côté des verreries en déclin, les fabriques textiles, somme toute plus modestes, puisqu'elles comptaient en moyenne de 100 à 150 travailleurs, réalisaient encore d'immenses bénéfices malgré la fin de l'expansion des années précédentes. Avec le rude hiver 91, la colère des ouvriers ne cessait de gronder, sans but précis, sans organisation claire, sans lieu même de révolte, excepté l'estaminet, tour à tour assommoir et salle de réunion où s'échafaudent les projets de lutte, même confus. Depuis 2 ans, Hippolyte Culline, militant ouvrier venu de Sedan, prépare le terrain. Membre du Parti ouvrier français, c'est lui qui a fondé 2 associations ouvrières, l'une à Wigneuil, l'autre à Fourmi. C'est lui qui a appelé Victor Renard, un militant actif de Saint-Quentin-la-Rouge. C'est encore lui qui fera venir Paul Lafargue, l'un des leaders du Parti ouvrier français, pour préparer son 1er mai. Et pas n'importe quel leader, un leader historique. Le propre gendre de Karl Marx et le premier grand vulgarisateur des thèses marxistes en France.
un ami personnel de Jules Guesde. Pendant ce temps, industriels, ouvrières, ouvriers se craignent, s'épient, dans une incompréhension totale. Je n'aime pas beaucoup le terme industriel. Je me sens beaucoup plus le père de mes ouvriers. C'est pour le bien de la France que je produis. C'est pas le cas de ces étrangers, agitateurs professionnels qui viennent semer le trouble dans l'esprit des ouvriers. Ils ne respectent rien, ni propriété privée, ni république, encore moins Dieu. Ils ne pensent qu'à détruire, tous autant qu'ils sont, ces collectivistes, ces anarchistes, ces athées. Oh, je les connais, moi, leurs discours. Avant, il y avait les nobles et les serfs. Maintenant, il y a les bourgeois. Les patrons, c'est tous des fainéants qui ne pensent qu'à se saouler dans leurs châteaux. Des châteaux. Nos maisons, des châteaux. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent de nos problèmes, de la concurrence, de la crise? Comment peuvent-ils nier que les affaires sont plus difficiles qu'avant? Ils prétendent qu'on est des animaux nuisibles qu'il faut exterminer à coups d'insecticides. C'est que l'IN ou la FARC qui colportent ces menaces criminelles. C'est pour éviter ce chaos que nous, les industriels de la région, nous invitons nos ouvriers à ne pas suivre les consignes de ces meneurs. Nous sommes 36 à avoir signé ce manifeste. Un seul ne nous a pas rejoints. Mais celui-là, on connaît ses ambitions électorales. C'est pas vrai. Culline et la FARC, c'est pas des agitateurs. Les patrons, ils les aiment pas parce qu'ils osent dire la vérité. C'est pas normal qu'on reste enfermé dans leur bagne plus de 12 heures par jour. Et pour des salaires de misère. Juste de quoi tremper du lard dans la soupe. En plus, ils font travailler de plus en plus de femmes et d'enfants à notre place. Ils sont pas fous, les patrons. Ça leur coûte moins cher. Cet hiver, ils ont diminué les salaires. Ce qu'on veut, nous, c'est pas des habits à bon marché de l'orphelinat. Encore moins des jeux de quilles, des billards ou des cartes. On veut plus de leur syndicat mixte. On veut plus être à leurs bottes. On veut la justice. On veut les 8 heures. Ça ouais, on les veut, les 8 heures. La foule est nombreuse rue des Ailiers. Le calme règne. Un groupe composé essentiellement de jeunes femmes arrive sur la place. Une jeune fille, Maria Blondeau, le mets fleuri en main, dirige joyeusement le cortège. Soudain, à 18h15, un groupe de 200 manifestants, dont certains sont armés de bâtons, investit la place. Giloto, drapeau tricolore en main, semble les diriger. Les deux groupes fusionnent. Ils se retrouvent face à un mince cordon de 34 soldats. Nous, on vous aime bien. Laissez-nous passer. On veut juste demander la libération de nos hommes. Toi, je te connais. Tu es d'ici. Tu vas quand même pas tirer sur tes frères. Une nouvelle arrestation intempestive déclenche une pluie de pierres sur les gendarmes. Le commandant Chaput surveille la situation du haut de son cheval. Il fait avancer, puis reculer ses soldats. Les manifestants prennent ce recul pour une dérobade et redoublent de violence. C'est le corps à corps. Laissez-nous passer. Retirez-vous. On veut nos hommes. Je vous préviens que les armes sont chargées. Si ça continue, je vais faire tirer. Il fait tirer en l'air par quelques soldats. Nouvelle poussée violente. Baïonnette, en avant! Baïonnette, en avant! Un tel ordre ne trouble pas les manifestants qui bousculent violemment la rangée de soldats. Feu! Feu! Rapide! Dans la commune s'était faite, et tous les braves travailleurs chantaient gaiement la chansonnette, buvant le vin aux 3 couleurs. Lorsque sur la place un bruit d'armes, interrompant leur gai festin, vint tout à coup jeter l'alarme, avec l'ordre rompe et mutin. Sans craindre la menace, les braves travailleurs, au milieu de la place, se partageaient des fleurs. Le cœur plein d'allégresse, ils chantèrent toujours la grande Marseillaise, l'hymne de nos amours. Quand aveuglé par la colère, on crie en joue lorsque soudain un soldat aperçoit sa mère défaillante sur le chemin. Non, dit-il la face blêmie, je ne puis, non, pardonnez-moi, je ne puis retirer la vie.
à celle à qui mon cœur la doit. Alors, plein de tendresse, l'enfant le cœur meurtri de sa mère en détresse baisa le front pâli. D'effroi, presque mourante, oubliant sa douleur, sous sa main caressante, la pressa sur son cœur. Pourtant, l'heure n'est pas au lendemain qui chante, encore moins à l'euphorie. Ce 1er mai qui s'achève, dont le sang des martyrs de Fourmi fait tristement écho à l'avertissement de Jules Guesde, lancé le 25 février de cette même année. Texte prophétique, à l'heure où Constant, toujours ministre de l'Intérieur, s'apprêtait à réquisitionner police, gendarmerie et armée pour maintenir, à tout prix, le calme et l'ordre public. Si, non seulement, malgré nos conseils, mais malgré la ferme résolution du prolétariat de ne pas sortir d'une légalité qui lui suffit, des conflits venaient à éclater. Nous entendons en laisser la responsabilité entière aux plus provocateurs des gouvernants qui n'ont jamais su que faire du désordre avec de l'ordre. Nulle part ailleurs, le désordre ne basculera comme à Fourmi dans la tragédie. Certes, un peu partout, on retrouve la célèbre trilogie, incidents, charges, arrestations, et leurs conséquences logiques, les condamnations. À Clichy, la manifestation qui a dégénéré se termine par la carmagnole et des balles. Pas de morts, mais des blessés. Force de l'ordre contre drapeau rouge. Comme en Espagne, en Hongrie, en Italie, en Angleterre, en Allemagne. Le général Changarnier l'a bien compris. Les armées modernes ont moins pour fonction la lutte contre les ennemis de l'extérieur que la défense de l'ordre contre les émeutiers de l'intérieur. Il ne plaisantait pas, la leçon était claire. Vous voulez 8 heures, vous aurez les balles. Cette année 1891 est une année très explosive où les gens qui sont au pouvoir ont peur. Pourquoi ? Parce que le mouvement ouvrier a changé de nature. C'est plus des grèves éparpillées ici ou là. C'est un grand mouvement de revendication autour des 8 heures. Et ça fait peur naturellement à la bourgeoisie et ça pose des problèmes de maintien de l'ordre. Alors là, la doctrine était celle de Waldeck-Rousseau, celui qui avait donné le droit syndical aux ouvriers en 1884. La doctrine, la circulaire qu'il envoie au préfet, c'est d'employer la gendarmerie dans les troubles et en dernier recours, quand les circonstances sont exceptionnelles, l'armée. Mais les circonstances sont jugées tellement exceptionnelles que pour le 1er mai 1891 à Paris, le préfet Poubelle mobilise 11 régiments d'infanterie, vous vous rendez compte, plus 4 régiments de cavalerie et même l'artillerie de Vincennes. On arrête 300 personnes. C'est une immense manifestation. Et l'année d'après, en 1892, même mobilisation dans toute la France. Et il y a des troupes, il n'y a pas qu'ici dans le Nord, il y a des troupes pas loin. Par exemple, le chanteur Jean-Baptiste Clément, le compositeur de chanson, est arrêté. Il va faire 2 ans de prison à Charleville. Et puis à Lyon, il y a des blessés. On chante partout la nouvelle chanson qui fait fureur, la chanson des 8 heures. Et là, on s'attend à des troubles un peu partout. Ça arrive à Fourmi à cause d'une conjoncture locale un peu particulière. Ça aurait pu arriver partout ailleurs. Le lendemain de la fusillade, le calme règne sur Fourmi. La grève est totale dans toute la ville. Les soldats du 145e de ligne occupent toujours la place de la mairie. Un peu partout, la solidarité s'organise. Sous la pression de l'opinion publique, de nombreuses municipalités votent des secours aux victimes. Dans tout le pays, les groupes politiques, les chambres syndicales, de nombreux journaux ouvrent des listes de souscription. Les dirigeants politiques redoutent la réaction des ouvriers. Constant envoie des troupes en renfort. Pas moins de 3000 soldats, dont 2000 cavaliers, occupent la ville. Fourmi est en état de siège. On veut éviter en haut lieu que les funérailles se transforment en acte d'accusation. La fanfare, les pompiers, la préparation militaire donnent leur démission à la municipalité, en signe de réprobation. La nuit précédant les funérailles, les socialistes placardent un avis appelant au calme.
Des ouvriers en tenue, cravate rouge et bouquets d'immortels à la boutonnière affluent de toutes les villes environnantes. Toute la presse, parisienne et régionale, est représentée. 2 journaux belges envoient des correspondants pour couvrir l'événement. L'église Saint-Pierre est bondée. À midi, l'abbé Margerin monte en chair. Victime de fourmis, la France entière souffre. L'heure est prise pour vous. La sympathie de tous vous est acquise. Mes frères, de grâce, conservons notre calme. Ne gardons pas de rancune en nos cœurs. Les soldats qui ont tiré sont des esclaves du devoir. Il faut les plaindre. Chassons plutôt ces haines fratricides que l'on a soufflées à vos cœurs. Maudissons ceux qui jettent le discrédit sur vos employeurs. Mes frères, en ce jour de souffrance, n'oublions pas que le Christ est mort en croix pour notre rédemption. C'est par sa charité, et elle seule, que vos espérances se réaliseront. Un cortège de plus de 2 kilomètres de long se dirige vers le cimetière. La route est balisée par des cordons de militaires. La fanfare joue la marche funèbre de Chopin. Et Culine porte un drapeau rouge voilé de crêpe. Devant le caveau, différents orateurs se succèdent. Ils dénoncent les auteurs de la tuerie. Nous voulions nous défendre par une organisation formée dans le but de créer la grande chambre syndicale de la région. Esclave, tu t'es dit, unis-toi. Les patrons ont dit, empêchons-les de s'unir. Si les patrons nous avaient laissé fêter la fête du travail, je n'aurais pas eu aujourd'hui à décrocher le drapeau rouge. Mais il a flotté, et à son ombre, on devra venger les victimes tombées par les ordres de ce gouvernement de la bourgeoisie rapace. Adieu, victimes des balles françaises. Vous servirez d'exemple. Parallèlement aux funérailles, un débat sur la fusillade agite le palais Bourbon. Roche monte à la tribune et exhibe la chemise ensanglantée d'une des victimes de la fusillade. Constant, le ministre de l'Intérieur, persiste et signe. Il récuse toute accusation et justifie la répression. Certains députés exigent qu'une commission d'enquête soit diligentée. Mais comble de l'ironie, républicains et royalistes associent leur vote pour la refuser. Point d'orgue de ces 4 jours d'agitation parlementaire, Clémenceau monte à la tribune. Messieurs, est-ce que vous n'êtes pas frappés de l'importance qu'a prise cette date du 1er mai? Vous avez suivi par la pensée ces imposantes processions qui se sont déroulées dans certaines villes, provoquant les acclamations ouvrières. Vous avez vu, sur d'autres points, les collisions, les rixes. Ici, l'enthousiasme. Là, la colère. Partout, la passion. Si bien qu'il a éclaté aux yeux des moins clairvoyants que partout, le monde des travailleurs était en émoi, que quelque chose de nouveau venait de surgir, qu'une force nouvelle et redoutable était apparue, dont les hommes politiques auraient désormais à tenir compte. C'est le 4e État qui se lève et qui arrive à la conquête du pouvoir. Quand vous regardez ce qui s'est passé à Fourmi, qui pourrait soutenir ici, ou devant l'Europe, ou devant le monde civilisé, que les faits qui se sont passés à Fourmi avant
la fusillade justifie la mort de ces femmes, de ces enfants, dont le sang a pour si longtemps rougi le pavé. Non, assurément. Prenez garde. Les morts sont de grands convertisseurs. Il faut s'occuper des morts. En fait, très tôt, on s'en occupa de ces 9 morts emblématiques, tant il est vrai que les bons morts servent toujours les justes causes, et les autres, les plus troubles. D'aucuns nomment cela propagande, d'autres récupération. Et qu'y a-t-il de plus mythique qu'une jeune fille de 18 ans exécutée par la troupe? Qu'y a-t-il de plus utile qu'un prêtre s'interposant entre la troupe et la foule émeutière, martyr moderne d'une église qui se devait de se démarquer du pouvoir répressif? L'heure allait être à l'imagerie d'Épinal, et l'imagerie allait vraiment s'occuper des morts. La mort frappe d'autant plus, et émeut d'autant plus qu'elle touche un être jeune, et plus particulièrement une jeune fille, censée être innocente. À Fourmi, en plus, il y a assassinat. Et les images, puisque nous n'avons pas de photographie, les images, les dessins, vont transmettre une vision de cet assassinat à l'intérieur de laquelle le prêtre joue un rôle. C'est le curé Margerin. Le dessin lui prête une action qu'il n'a pas pu commettre, il n'a pas eu la possibilité de la commettre. Mais c'est lui qu'elle met en scène, c'est lui qu'elle montre s'interposant entre les fusilleurs et Maria Blondeau. Cela se comprend, d'autant plus que l'Église catholique à l'époque est en pleine découverte du social. 15 jours après Fourmi, c'est l'encyclique Rerum Novarum, fondatrice de ce que l'on appelle en France le catholicisme social. Et l'action prêtée au curé Margerin s'insère dans ces attitudes nouvelles de la religion. Alors en opposition, l'extrême droite et la presse antisémite avec Drummond s'emparent aussi de l'imagerie. Ne croyez pas que la presse antisémite ne soit pas quelque part catholique. Drummond se présente comme un défenseur du catholicisme, mais un défenseur qui tient un autre discours que celui du curé Margerin. Alors, il a fait une enquête à Fourmi, et de cette enquête, il retire en effet, non pas par l'image, mais par la parole, un texte terrible à propos de la mort de Maria. L'idée de Drummond est la suivante. Maria a été scalpée par le coup de fusil qui l'a tuée, et sa blonde chevelure, la blonde dépouille de l'ouvrière assassinée, elle a été vendue, dit Drummond, à quelques riches baronnes juives et chauves. Et il évoque même les gentilshommes décavés venant jouer la comédie de l'amour et caresser la chevelure de Maria Blondeau sur la tête de la vieille baronne pour en obtenir de l'argent. Il y a là cette alliance horrible, ignominieuse que Drummond est capable de produire à propos d'un événement qui n'a pas eu lieu. Alliance entre l'antisémitisme et ce qu'il espère être ce qu'il croit être le sentiment ouvrier. Le lendemain des funérailles, la grève est totale. Les 5 et 6 mai, les ouvriers des filatures tiennent une réunion dans la vieille église de Trieux. Ils réclament une augmentation de salaire de 10%, en fait un retour aux anciens salaires de 1882. Le 11 mai à 4 h du matin, Culine est arrêté et emmené à Avesnes. On l'accuse de provocation à attroupement armé. La ville reste calme. Le 12 mai, la plupart des fileurs reprennent le travail. Les tissages continuent l'action. Ce mouvement n'inquiète pas les patrons outre mesure. Quand les ouvriers auront faim, ils reviendront. Nous ne sommes pas pressés. Et nous serions bien bons de ne pas profiter de la circonstance qui met tous les atouts dans notre jeu. Le 17 mai, Lambert, un tisseur de Roubaix, organise une réunion constitutive du syndicat du textile de Fourmi. On élit un comité provisoire dirigé par Cartegny. Mi-juin, le syndicat compte déjà 3500 adhérents.
Le 21 mai sonne le glas de la grève des tisseurs. Le 20 juin, Lafargue est accusé de provocation à commettre un crime non suivi des faits. Le procès Culine-Lafargue s'ouvre le 4 juillet, sous la présidence de Vibert. Maulion représente le ministère public. Culine est assis dans le box des accusés, entre deux gendarmes. Lafargue, qui est un prévenu libre, siège sur le banc de la défense, entre Tardif, qui défend Culine, et Millerand, son propre avocat. Le jury se compose de petits notables. Jules Guesde est présent dans la salle. Les accusés rejettent les charges d'incitation à la violence, mais en revanche, ils clament leurs convictions politiques. Le dimanche 5, le jury se retire après réquisitoire et plaidoirie. Et après 5 minutes de délibération, le verdict tombe. Culine, 6 ans de réclusion et 10 ans d'interdiction de séjour. Lafargue, 1 an de prison et 100 francs d'amende. Une sanction unique qui, loin d'abattre, le mouvement ouvrier devait pérenniser au travers de la martyrologie le 1er mai balbutiant. Le Congrès socialiste de Bruxelles, en août 1891, en décidait la célébration annuelle dans l'indignation internationale. Le 1er mai devenait institution. Une institution qui devait son essor au choc émotionnel né au lendemain de la fusillade. Alors le lendemain de Fourmi, mais c'est un choc. On n'a pas la télévision à l'époque, mais dans tous les journaux. Et les journaux sont innombrables, car les Français savent lire et lisent beaucoup les journaux. Plus de 100 quotidiens à Paris, autant en province. Les titres sont tous les mêmes. Le sang coule à Fourmi, la troupe a tiré sur le peuple, pour les journaux de gauche, la troupe a tiré tout court, pour les journaux de droite. Et alors, quel émoi au Palais Bourbon? C'est là, parce que à l'époque, au Palais Bourbon, tout le monde est là. Et quel émoi, quelle panique. Il y a un député socialiste, il y en a déjà, qui s'appelle Ernest Roche, qui arrive avec une chemise sanglante à la main et qui la jette aux pieds du président de la séance en disant « Voilà les chemises des martyrs des fourmis, les militaires sont des assassins. » Évidemment, on poursuit le député Roche. Mais Clémenceau monte à la tribune. Et le discours de Clémenceau est un événement, parce que Clémenceau, ce radical dont on ne sait pas très bien s'il est à droite ou à gauche, mais qui, en ce moment-là, est à gauche, dit que sur le pavé de Fourmi, il y a une tache de sang, et que cette tache de sang, il faut y faire attention, car, dit-il, le sang est un grand convertisseur. Et on verra de plus en plus Clémenceau sur le carreau des mines, dans le Midi, dans les grands jours de grève déjà révolutionnaires. Et on verra Clémenceau prendre parti pour les grévistes, car les radicaux, ses amis, vont être attirés de plus en plus par la gauche. Car c'est la droite qui domine à ce moment-là. C'est une majorité du centre droit qui est au pouvoir en 1891. Et une des conséquences de Fourmi, au point de vue de la politique, de Fourmi et de l'affaire Dreyfus qui va suivre, c'est qu'à la fin du siècle, la majorité va changer en France et que les gens de la droite vont partir, remplacés par les gens de la gauche, et que Clémenceau sera comme d'autres dans cette nouvelle majorité de gauche. Mais Fourmi a bien d'autres conséquences, et d'abord pour les ouvriers eux-mêmes. Songez qu'en 1891, pour les 1er mai, qui était une revendication pour la journée de 8 heures, alors que les malheureux travaillaient couramment 12 heures, eh bien, ce mouvement ouvrier français se reconstituait depuis 1870, à peine 10 ans, à peine 20 ans, en 91. Eh bien, le mouvement ouvrier français, à la suite du massacre de Fourmi, va devenir révolutionnaire. Et vous avez l'année suivante, à Marseille, le congrès de Marseille de 1892, où Briand va faire voter la grève générale révolutionnaire. Et puis, dans les pays où les soldats du 145e régiment d'infanterie reviennent, à Maubeuge par exemple, eh bien les soldats sont hués, on leur crie « assassin » quand ils défilent. À Bordeaux, il y a une grève des tramways, eh bien quand les hussards veulent réprimer la grève, on leur crie « fourmi ». Et par conséquent, dans la mentalité populaire aussi, les massacres du Fourmi ont joué un rôle mobilisateur de tout premier plan. Alors qu'il est encore derrière les barreaux de la prison de Melun, Culine est élu 4 fois à Roubaix sur le terrain cantonal. Et les 4 fois les élections sont annulées, sa condamnation le rendant inéligible. En prison,
Il échoue au municipal de Fourmi. Lafargue, quant à lui, se présente aux législatives de Lille en tant que candidat de protestation. Vous êtes constitué en jury national. Vous n'aurez pas seulement à juger le guet-apens du 1er mai et ses auteurs, vous aurez à condamner l'emploi qui se généralise de l'armée dite nationale contre la nation ouvrière et ses revendications les plus légales et les plus pacifiques. Il arrive largement en tête au premier tour. Et le 8 novembre, il est élu avec 1295 voix d'avance. Quelques jours plus tard, Lafargue sort de la prison de Sainte-Pélagie pour entrer au Palais Bourbon. La fusillade de Fourmi ne fut qu'une étape dans l'histoire du mouvement ouvrier, de ses luttes pour un mieux-être, un mieux-vivre, une dignité enfin reconnue. Mais une étape capitale. Les morts de Fourmi furent plus que des drapeaux souvent brandis. Ils furent les premières pierres de l'édifice social, édifié à l'aube du XXe siècle et parachevé lors du Front populaire.